Bonjour, je voulais partager avec vous une conférence méga extraordinaire sur la gestion du temps. C'est une conférence qui changera votre vie. Elle va en profondeur dans tous les aspects qui peuvent vraiment vous aider à sauver plusieurs heures tous les jours. Alors, je suis heureuse de partager cette conférence avec vous et vous invite à aller sur attractitude.com pour prendre le cours complet en gestion de temps ou bien pour juste prendre des cours qui peuvent vraiment vous aider dans tous les aspects de votre vie. Il y a aussi un accès à l'Université du Succès. C'est une université où est-ce qu'il y a tous mes cours, des centaines et des centaines d'heures de cours, de conférences, d'audio, de vidéos, même de documents téléchargeables pour vous aider à atteindre tous vos objectifs et à vivre une vie sans limite. Voilà, allez sur attractitude.com et profitez bien de cette conférence gestion du temps. À bientôt. Oui. Bon, alors bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence sur la gestion du temps. Alors, avant de commencer, j'essaie de voir si on voit bien, si tout le monde voit. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous dire qui je suis, pour ceux qui me connaissent plus ou moins, et un peu vous prouver pourquoi je pense être capable de parler de la gestion du temps comme pseudo-experte. Alors, mon nom est Salika Bogdanov, je suis coach de vie et d'affaires, surtout. Je suis aussi auteure, conférencière et artiste, donc j'ai beaucoup de choses, beaucoup de choses que je fais dans la vie. Et j'emploie mon temps amplement et j'ai beaucoup de temps libre. Alors, pour vous donner un peu un aperçu de ce que j'ai fait l'année dernière avec mon temps, car on a tous à peu près le même temps disponible, n'est-ce pas? Moi, avec mon temps, en 2012, j'ai écrit 12 livres. Il y a 3 livres qui vont être publiés aux éditions Jouvence cette année. 12 livres, ça correspond à peu près à un livre par mois. Ça vous donne une idée. Ce n'est pas des petits livres que j'écris, donc c'est des vrais livres. J'ai peint 4 toiles, dont 2 ont été vendues. J'ai fait une expo de mes toiles à New York, une autre à Montréal. Je coach en moyenne 10 à 15 personnes par mois. Je voyage, donc l'année dernière j'ai passé 3 mois en Serbie, j'ai fait une semaine de voile en Turquie, pardon. J'ai donné des conférences et j'ai encore du temps pour mes amis, mes loisirs et du temps libre où je ne fais rien. Alors ça vous donne un peu une idée de ce que je veux dire par la maîtrise de mon temps. Je suis extrêmement disciplinée avec mon temps, mais d'un autre côté j'en profite amplement et j'en fais bénéficier un maximum de gens autour de moi. C'est pour ça que je pense que je suis une experte du temps. Un des livres qui va être publié chez Jouvence s'appelle justement « L'argent, c'est le temps ». À mon avis, le temps, c'est pas de l'argent, c'est l'inverse. C'est l'argent qui est du temps. Et je vais vous expliquer pourquoi ce concept, je l'ai créé. Alors, à mon avis, il y a 3 piliers du succès. Donc, je me tourne de l'autre côté. Alors, il y en a un qui est les buts. Donc, savoir créer des buts, se fixer des buts et les atteindre. C'est le premier pilier du succès. Le deuxième, la gestion du temps. Et la troisième, la confiance en soi, l'amour-propre, l'estime de soi. Grâce à tous ceux que j'ai pu coacher durant les 5 dernières années, je me suis aperçue que vraiment, quand il y avait un défaut dans un de ces 3 piliers-là, eh bien, tout tombe. À un moment donné, on fait faillite. Alors, c'est soit une faillite financière, soit une faillite personnelle avec ses amis, soit une faillite de santé. S'il y a un de ces 3 piliers-là qui n'est pas fort, tout s'écroule à un moment donné. Donc, moi, en coaching, ce que je fais, c'est que je rétablis cet équilibre pour que les 3 soient renforcés. Je peux vous dire que 98% des gens de la planète ne savent pas comment se créer des buts et comment les atteindre. Seulement 2% des gens savent vraiment comment jouer cet art qui est de se créer des buts et les atteindre. Et c'est pour ça qu'il y a 2% de la planète qui contrôle 98% de la planète. C'est aussi simple que ça. La gestion du temps, évidemment, c'est un des plus importants parce que si vous ne savez pas comment gérer le temps, eh bien, vous le perdez. Et le temps, c'est une chose qu'on ne rattrape jamais. C'est pas comme l'argent. Une fois qu'il est passé, c'est fini, c'est perdu. Évidemment, l'amour-propre, si vous ne vous aimez pas assez, eh bien, à un moment donné,
vous allez vous détruire, volontairement ou involontairement. Alors, nous avons tous 84 600 secondes par jour. Tout le monde. C'est notre égalité, c'est ce qui nous est donné chaque matin au réveil. Et pourtant, certaines personnes arrivent à faire beaucoup plus avec ces 84 600 secondes que les autres. Et certaines, évidemment, réussissent, atteignent du succès. C'est tout simplement parce qu'ils arrivent à employer ces secondes-là de manière efficace. Et je vais vous enseigner un peu comment ils font ça. Alors, pourquoi je dis que l'argent, c'est le temps? Parce que le rêve d'à peu près tout le monde dans la vie, c'est d'arrêter de travailler un jour. Donc, de faire en sorte qu'on a tout le temps que l'on souhaite pour juste avoir des loisirs. C'est un peu le rêve de tout le monde, c'est d'un jour partir à la retraite. Moi, à 36 ans, j'ai dit que je serai à la retraite à 39 ans. Tout le monde a commencé à rigoler. Et quand j'ai pris ma retraite à 39 ans, eh bien, les gens ont commencé à me prendre au sérieux. Donc, moi, ce que j'appelle être à la retraite, c'est que je fais de mon temps absolument tout ce que je veux. Je l'emploie comme j'en ai envie. Et évidemment, j'adore la vie, je suis une passionnée de la vie. C'est pour ça que j'arrive à faire beaucoup de choses avec mon temps. Donc, quand je peins, d'ailleurs, peindre une toile, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'huile, ça prend beaucoup de temps. Non seulement écrire les livres, parce que les livres, évidemment, c'est de la recherche, etc. Donc, on ne peut pas juste partir comme ça. Mais je vais vous apprendre un concept qui va vous aider à comprendre comment ça se fait que j'arrive à faire autant de choses avec mon temps et vous permettra aussi de gérer ces 84 600 secondes par jour. Donc, sachez que c'est comme une banque que vous avez à votre réveil. Donc, vous avez 84 600 secondes. Et quand vous vous endormez, toutes les secondes que vous n'avez pas utilisées pour aller chercher un but, pour aller vous rendre vers votre destinée, elles sont perdues, elles sont jetées à la poubelle et vous ne pourrez jamais les récupérer. Alors, pourquoi l'argent, c'est le temps? C'est parce qu'on vous paye. Si vous avez un travail, quel travail il soit, on vous paye pour acheter de votre temps. Donc, chacune de votre minute a une certaine valeur. Et c'est à vous de déterminer la valeur de votre temps. Et ça, c'est un des concepts les plus importants de la vie, à mon avis, parce que beaucoup de gens ne savent pas quelle valeur ils attachent à leur temps. Et si vous ne savez pas combien vaut votre temps, combien vaut votre heure de vie sur la Terre, vous ne saurez jamais quelle valeur vous attachez à certaines choses par rapport à d'autres. Par exemple, je connais des gens qui vont être payés 100 $ de l'heure, mais qui vont passer peut-être 1 heure ou 2 heures le samedi à laver leur voiture. Ils n'ont aucun plaisir. C'est sur la gestion du temps. Oui, je sais. Il fallait que ça passe. Il fallait que ça passe. C'est pas la bonne chose. Il fallait que ça passe là-bas. Quelqu'un veut noter un bloc peut-être? Oui. Alors, par le cabinet d'Erendon. Donc, Voilà. tout ça pour dire que si vous donnez une certaine valeur à votre temps, donc une valeur financière, vous allez regarder après toutes les occupations que vous avez durant la journée et vous allez vraiment leur donner une valeur également. Par exemple, des gens qui vont tondre leur pelouse pendant un après-midi, un samedi, ils pourraient employer ce temps-là autrement, se faire beaucoup plus d'argent, donc s'acheter du temps libre pour le futur et employer quelqu'un qui va leur coûter beaucoup moins cher pour faire cette besogne. C'est un concept important parce qu'avec le temps, vous apprenez que vous pouvez acheter le temps des autres pour pouvoir vous libérer du temps, pour pouvoir faire plus d'argent, pour acheter le temps des autres, pour vous libérer du temps, etc. Jusqu'à un moment donné où tout le temps est à vous et tout ce que vous faites, c'est du outsourcing. Donc, employer d'autres personnes qui vont créer de l'argent. Encore mieux que ça, c'est quand vous déployez assez de temps, vous avez les moyens mentaux pour réfléchir à d'autres moyens de faire de l'argent. Alors, quand l'argent travaille pour vous et que vous ne travaillez plus pour l'argent, c'est la vraie liberté financière. C'est à ce moment-là où vous pouvez faire absolument ce que vous voulez avec votre temps et vous n'avez plus à vous questionner. Donc, vous ne travaillez plus parce que vous êtes obligé de travailler, vous travaillez parce que vous en avez envie. C'est un concept important parce que quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, tout le monde répond « je veux plus d'argent ». Quand on leur demande pourquoi vous voulez plus d'argent, c'est pour avoir plus de temps, dans le fond. Pour pouvoir faire ce que je veux, pour être avec mes amis, pour être avec ma femme, pour pouvoir sortir, pour faire attention à moi. C'est ça qu'on veut à la fin. Donc, moi, ce que je vous conseille,
c'est de faire l'inverse. C'est de commencer, de savoir combien vous voulez gagner en une année. Mettez votre montant d'argent que vous voulez avoir et calculez combien d'heures vous voulez travailler pour atteindre ce montant-là. Et alors, vous allez savoir combien vaut votre heure. Et ensuite, quand vous allez donc avoir à employer quelqu'un d'autre, vous allez savoir est-ce que cette personne coûte plus que moi. Okay? Si vous arrivez à avoir 100 $ de l'heure pour faire une occupation et que vous arrivez à employer quelqu'un à 20 $ de l'heure qui va la faire pour vous, ça vous fait un gain de 80 $ de l'heure. Juste une idée, un concept. Et c'est avec les concepts que les gens s'enrichissent et que les autres travaillent pour ces gens qui s'enrichissent. Alors, je suis très sérieuse, habituellement je mets beaucoup d'humour, mais c'est un sujet qui me passionne énormément. Alors, je passe de l'autre côté. Donc, deux concepts très importants à retenir. Le premier, donc c'est deux lois. La première, la plupart des gens connaissent la loi de Pareto. Je pense que vous la connaissez tous. Non, ok. La loi de Pareto. Alors, Pareto est un Italien qui a compris, en fait, au niveau de l'industrie, qu'il y a toujours 80% d'efforts qui vont produire 20% de résultats. 20%, et ça, c'est super important dans le temps et dans tous les processus de la vie. 80% des efforts font 20% des résultats, 20% des efforts vont produire 80% des résultats. Alors, dans les entreprises qui gèrent des vendeurs, par exemple, on s'est aperçu qu'entre 75 à 80% des vendeurs vont donner uniquement 20 à 25% des recettes de l'entreprise, tandis que 20 à 25%, des fois 15% des employés vont avoir le maximum d'entrée d'argent pour l'entreprise. Pareil pour les clients. Si vous regardez toute votre liste de clients, vous allez vous rendre compte qu'il y a 20%, 25%, peut-être 15% de vos clients qui ramènent 80% de votre recette. Et puis, il y a toujours le 80% des clients qui vous embêtent, qui, eux, vont vous ramener 20% de votre recette. Okay? C'est un concept hyper important pour le temps. Parce que vous ne voulez pas passer votre temps avec le 80% des gens qui vous ramènent 20% de vos recettes. C'est pas ça que vous voulez. Vous voulez passer votre temps avec les 20% de clients qui, eux, vont vous ramener le 80%. Parce que vous pouvez vivre sans le 80% des clients. C'est un concept important parce que vous pouvez leur dire non à ces gens-là. Puis en leur disant non, vous récupérez 80% de votre temps. Et avec ce 80% de temps que vous récupérez, vous pouvez rajouter du 21%, du 22% des gros clients. Okay, moi, j'ai fait de la vente pendant 15 ans, en fait. J'ai fait beaucoup de développement d'affaires. C'est ça que j'ai commencé. J'aimais beaucoup parler, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous apercevez. Et vendre des idées, maintenant, c'est ce que je fais. Mais à l'époque, je vendais d'autres choses. Puis c'est ça que je faisais. Je regardais toujours toute ma liste de clients. Et c'est comme ça que j'augmentais mes ventes sans arrêt. Parce que je prenais mes vaches à lait, c'est eux que je dorlotais, puis c'est eux qui me ramenaient beaucoup plus d'argent, puis les gens qui étaient les embêtants, souvent les clients qui vous embêtent le plus, font partie des 80% qui vous ramènent juste 20%. C'est un concept extrêmement important pour le temps. 80% de vos activités ne feront que 20%, ne seront importantes qu'à 20%. C'est-à-dire que si vous créez des buts dans la vie, ceux qui s'en créent, les 2% d'entre nous qui se créent des buts dans la vie et qui veulent y arriver, et bien 80% de nos actions n'obtiendront que 20% des résultats. Et 20% de notre temps produira 80% des résultats. Okay? Ça veut dire que dans une journée, il y a 80% de votre journée qui est perdue. C'est ça que ça veut dire. Okay? C'est hallucinant. Parce que ça veut dire que 80% de votre journée, vous pourrez faire ce que moi je fais, c'est-à-dire aller à la plage, jouer au tennis, faire de la voile. Et employer seulement 20% de votre journée pour faire 80% de vos résultats. C'est hallucinant. Quand vous y pensez, c'est hallucinant. Okay? Et les gens passent 10 heures, 12 heures, 14 heures de leur journée, et il y a 80% de cette journée-là qui est perdue. Okay? Alors, je vais vous apprendre comment réussir à définir c'est quoi le 80%. Ça va vous alléger votre journée. C'est ça qui est important. Parce qu'au bout du compte, ce qu'on veut, c'est du temps. Pourquoi on veut du temps? Parce qu'on veut le temps pour ne rien avoir à faire. Parce que quand vous avez du temps, moi, c'est mon gros plaisir, c'est ça, c'est d'avoir du temps à ne rien faire.
Quand vous avez du temps à ne rien faire, vous êtes capable de réfléchir comment vous allez faire plus d'argent avec votre temps. C'est hallucinant. C'est un gros fun que j'ai. Ok. Deuxième, vous avez compris alors le concept 80-20, c'est super important. Ok. Deuxième concept, la loi de Parkinson. Ok. C'est pas la maladie, c'est une loi. C'est une loi, je ne sais pas si quelqu'un la connaît, la loi de Parkinson. Ok. Très importante cette loi. Autant peut-être que la loi de Pareto. Alors la loi de Parkinson, alors j'ai essayé de créer des bacs, des bocaux, des verres. En tout cas, je suis meilleure en peinture, le dessin, c'est pas encore moi. Alors, la loi de Parkinson, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tout contenant sera rempli à sa capacité, à sa pleine capacité. D'accord? Il s'est aperçu de ça il travaillait à la période industrielle, donc il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de bureaucrates qui ne faisaient rien. Il s'est rendu compte que plus on engageait des bureaucrates, moins ils travaillaient. En fait, il s'est rendu compte que chaque espace est rempli à sa pleine capacité. D'ailleurs, ici, c'est un super bon exemple. C'est qu'à chaque fois, si vous achetez une maison qui a 3 pièces, évidemment, vous allez acheter des meubles pour remplir 3 pièces. Vous avez un appartement d'une pièce, vous allez remplir une pièce. Okay? On comprend à ce niveau-là. Si vous avez un petit verre, vous allez remplir. Si vous avez un grand verre, vous allez... Bon, on comprend le principe? Ok. Pour le temps, c'est pareil. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je me rappelle quand j'ai fait ma maîtrise, ok, j'avais 2 ans pour la finir. Ben, ça m'a pris 2 ans pour la finir, c'est sûr. J'avais 2 ans, je n'avais même pas besoin de réfléchir. Quand j'ai voulu écrire mon premier livre, j'ai commencé à lire énormément de livres sur le développement personnel. Et je suis tombée par hasard sur un livre d'un auteur qui est devenu un très bon ami à moi, qui m'a expliqué le concept de Parkinson, Mark Fisher. Et lui, dans son livre, il disait, ben, à la place d'écrire son livre en 6 mois, il a décidé d'écrire en 6 semaines. Et bizarrement, il l'a écrit en 7 semaines. Alors moi, je fais, ah oui, ok, ben, s'il peut le faire, je peux le faire. Donc j'ai fait pareil, et ça a marché. Alors le concept est le suivant, puis c'est un concept extrêmement important en gestion de temps. C'est-à-dire que le bocal, la valeur de temps que vous vous donnez pour effectuer une action, une activité, arriver à un but, va être le temps que cela va vous prendre. Okay? Si vous me dites, ça va me prendre 6 mois pour atteindre cet objectif de vente, ça va vous prendre 6 mois pour atteindre cet objectif de vente. Si vous dites, ça va me prendre 3 mois, ça va vous prendre 3 mois. Peut-être 3 mois, 1 semaine. Pourquoi? Parce que le cerveau est le plus grand ordinateur, le plus puissant des machines qui existent. Donc, quand vous donnez une commande à votre cerveau, lui, il va trouver le moyen pour s'y rendre. Il va chercher la nuit, le jour, il va chercher des méthodes. Soudainement, il va se souvenir de quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider pour arriver à votre but plus rapidement. Il va regarder, c'est comme, d'ailleurs, je fais beaucoup en reprogrammation de cerveau, puis vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour justement être beaucoup plus efficace à ce niveau-là. Il y a une méthodologie pour complètement changer sa conception de la réalité. Parce que le cerveau est très restreint sur ce qu'on est capable de voir et ce qu'on est capable de prendre comme information. Et donc, quand on lui donne des certaines commandes et certains ordres, il va se mettre à la recherche, il va trouver les réponses dont on a besoin. Donc, si on dit à notre cerveau, ben moi, ça va me prendre 1 mois pour faire ça, il y a des chances que ça prenne 1 mois pour le faire. Les seules limites sont des limites de santé, par exemple, où là, c'est mieux de se dire, bon, ben, je suis raisonnable, hein, je ne vais pas perdre 20 kilos en 2 semaines parce que je risque d'être tombée malade. Donc là, c'est plutôt des raisonnements qui sont, ça se fait. Sauf qu'après ça, il y a d'autres conséquences. Alors, compris le système de la loi de Parkinson, c'est super important parce que quand vous allez vous créer des buts, je vous conseille de justement, je fais toute une conférence, puis je donne des cours sur comment se créer des buts puis les atteindre. Dans mon coaching, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on se fixe des moyens de réussite, puis on dépasse les buts. Et un des systèmes que j'utilise, c'est justement la loi de Parkinson. Alors, pour commencer à ne pas perdre son temps, eh bien, il faut le budgéter. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir donc combien vaut votre temps. Donc, comme je vous ai expliqué, vous allez savoir quelle est la valeur d'une heure. Parce que quand cette valeur-là va être imprégnée dans votre tête, si par exemple cette heure-là vaut 100 $ ou 200 $, puis qu'il y a des amis que vous détestez qui vous invitent, puis vous devez passer 2 heures avec eux, vous me dites, mince, ça va me coûter 200 $ de mon temps, okay, plus la voiture, plus le repas, là, ça me coûte 500 $ de ma vie. Si vous regardez tout en termes de gestion financière, vous allez peut-être dire non cette soirée-là, ces amis-là.
ce qui vous gonflait de toute manière, puis vous sauvez 200 $, vous sauvez 2 heures de votre temps, qui est la valeur la plus précieuse qui existe. Okay? Puis avec ces 2 heures-là, peut-être que vous pouvez étudier et lire sur un sujet qui va vous aider à développer votre carrière, à développer d'autres moyens financiers ou d'autres moyens de sauver du temps. Donc, combien valez-vous? C'est la première chose à savoir, à connaître. Quelle est votre valeur? Parce que ça vous permet de dire non beaucoup plus facilement. La deuxième chose, où perdez-vous votre temps? Alors, faites une diète. C'est la meilleure manière. Puis la meilleure manière de faire une diète, c'est de commencer à écrire tout ce que vous faites dans la journée. Alors moi, au début, ce que je faisais, j'avais un petit chrono avec moi. Ah, j'ai passé 5 minutes au téléphone avec telle personne. C'était un time log. Les personnes qui ont le plus de succès sur cette planète fonctionnent avec des time logs. Ils sont toujours en train d'écrire leur temps. Toujours. Et ils sont toujours là en train de noter sur un petit calepin combien de temps ils ont passé où est-ce qu'est passé leur temps. Parce que le temps, c'est la plus grande richesse du monde. Okay? Ah, j'ai passé 20 minutes sur Facebook. C'est 20 minutes que vous ne récupérerez plus jamais. C'est fini, ça a intérêt d'avoir apporté quelque chose dans votre vie personnelle. Et j'ai passé une demi-heure dans les embouteillages, mais j'ai rien fait pendant cette demi-heure. J'ai même pas réfléchi à quelque chose d'intelligent. C'est une demi-heure qui est perdue, mais c'est écrit. Donc à la fin de la journée, vous allez voir où passent les 80%, ces 80% perdus. Vous pouvez les voir. Okay? On ne peut rien changer si on ne sait pas la source du problème. Okay? Donc au moment où vous vous mettez à écrire, c'est là où vous pouvez vraiment avoir la conscience de où est perdu votre temps, où est passé le temps. Et c'est là où vous pouvez le changer en fait. Tant que vous ne prenez pas note de ce que vous faites dans la journée, vous ne saurez jamais où vous perdez votre temps. C'est un peu comme toutes les diètes. Hein. Moi, je travaille avec les gens qui ont des problèmes d'argent, qui ont des problèmes même de physique, de perte de poids. Puis la première chose qu'on fait, c'est ça, c'est évaluation. Donc, quand, par exemple, vous voulez sauver de l'argent, la première évaluation, moi, j'ai beaucoup de cahiers. J'ai tout le temps des cahiers avec moi. Et un cahier, c'est ma gestion financière. Tout ce que je dépense va dans un cahier, tout le temps. Okay? Parce que si vous dépensez un café ici, un café là, un machin, un truc, 2 $, 10 $, hein, on ne se rend pas compte, voilà, 10 000 $ à la fin de l'année, ça aurait été un super beau voyage finalement, ou une nouvelle voiture ou quelque chose. Donc, moi, je suis devenue excessivement disciplinée, mais voilà ma vie par contre. C'est sûr. Et de procéder comme ça, est-ce que ça peut pas engendrer aussi sur frustration, toujours de calculer, j'ai dépensé un café aussi. C'est aussi la vie de se faire plaisir et de ne pas calculer. En fait. J'ai tout un truc sur comment sauver de l'argent, ok? Puis au contraire, pourquoi je vais répondre à ça parce que c'est important. Puis même au niveau temps, il y a des gens qui pourront dire ah ben ça va me frustrer, ok? Il y a tout un concept, je ne vais pas élaborer, mais il y a un concept sur comment vraiment se faire plaisir dans la vie, ok? Puis le problème dans la vie, ok, même je peux vous le dire, puis même dans le temps, ok, on l'utilise en gestion financière. Moi, je l'utilise aussi en gestion de temps, ok. Si vous voulez apprendre une gestion financière qui est solide, sur laquelle vous allez vraiment développer beaucoup d'argent puis de la liberté financière, ça se produit comme ça. Sur 100% de net, pas de brut, mais de salaire net ou de revenu net, ok, vous prenez tout de suite 10% qui s'en va, ce qu'on appelle la poule aux œufs d'or. Okay, la poule aux œufs d'or, c'est tout ce qui est épargne retraite, placement, investissement immobilier, investissement. Okay. Il y a le deuxième, habituellement, c'est 55% qui va aller, on souhaite toujours en diminuant. Ça, c'est dans tout ce qui est les nécessités. Donc, appartement, voiture, assurance, nourriture, nécessités. Okay. Il y a 10% qu'on va sur l'investissement long terme. Alors ça va être par exemple, je veux m'acheter une grande télé plasma, ça va coûter 3 000 $, ben je vais mettre 10% de mon revenu jusqu'à temps que j'arrive à ce montant-là pour ne pas utiliser mes cartes de crédit. Ça peut aller aussi dans la gestion de dette. Okay. Je conseille de prendre ces chiffres-là parce que moi je les utilise dans le temps aussi. Je fais la même chose. C'est un principe qui vient de Harv Eker qui a écrit The Millionaire Mind. LT, c'est LT long terme. Long terme et NEC, c'est nécessité et 10% investissement. Ça, c'est le plus important. Okay? On se paye toujours d'abord.
toujours d'abord. À chaque fois qu'on reçoit un chèque, quoi que ce soit, automatiquement 10% qu'on ne voit plus, qui part quelque part, tout le temps. C'est le principe de la richesse. Okay. Puis la poule aux œufs d'or, hein, on ne l'ouvre pas, on ne tue pas la poule. Donc ça veut dire qu'on ne dépense pas le capital jamais, on vit sur les intérêts quand ce capital-là donne assez d'intérêt. Okay. Ça n'a aucun rapport avec le temps, mais c'est important, je pense que vous allez en bénéficier, ça me fait plaisir. Il y a 5% qui va aller dans les dons, okay, parce que vous êtes des gentils, vous allez donner. Okay. Puis aussi, c'est parce que le 5%, la générosité, okay, si elle est donnée avec le cœur, ça ramène toujours 10 fois plus. Les gens riches ont compris ça. Okay. Pour une personne riche qui donne sur 100%, qui va donner 10%, les gens pauvres dans la tête, ils vont penser qu'il en reste 90. Pour les gens riches dans la tête, quand on enlève 10%, il y en a 100, 200. Toujours, parce que ça revient par 10. Ah, okay. La générosité donnée avec le bon cœur se multiplie par 10. Alors pour le temps, c'est pareil. Si vous comme là aujourd'hui, je donne mon temps parce que je sais que je vais en gagner. C'est mon 5%. Vous bénéficiez de mon 5%. Voilà. Ça a été dit, c'est fait. Il y a un vocal pour les Alors, 10%, ce qu'on appelle la transparence. Alors, 10% dans l'éducation. OK. Coaching, leçons particulières, cours de langue, peu importe. OK. Ça peut aller aussi éducation si vous avez besoin d'un voyage pour aller à un séminaire. L'argent du voyage fait partie de l'éducation. Okay. 10, 20, 30, 35, 90. Puis il y a 10%, c'est quoi déjà le 10%? J'ai oublié. Est-ce possible? 10, 20, 30, 35, 40, 90, il y a 10% dont j'ai oublié. C'est pour la mémoire. Ouais, hein. Ça ne doit pas être important. Puis 10% qui est pas important. Super important, mais je ne sais plus c'est quoi. Ça va me revenir. Enfin, alors tout ça pour dire que si vous voulez vraiment vous enrichir, la première chose à faire, c'est toujours de regarder 10% d'investissement, 55% des nécessités. Ce qu'on veut, c'est que plus le capital va rentrer, va augmenter, plus ici, ce chiffre-là va baisser, donc ça va devenir 40%, donc plus l'investissement va augmenter. Okay, pour que votre poule aux œufs d'or grandisse de plus en plus rapidement. Okay. Puis, pour le temps, c'est pareil. Alors, ce que vous allez faire, par exemple, 10% de votre temps, alors 10% en investissement pour le temps, ça peut être, par exemple, planifier. Ça peut être faire justement la liste de vos buts. Moi, je passe énormément de temps à planifier. Plus on planifie, moins on a à travailler. Les loisirs, ça remonte. Ah, c'est ça le 10%. Alors voilà, super. C'est ça, loisir? Non, ça s'appelle play, jouer. Et c'était ça la question de départ. Alors voilà, donc, pourquoi se faire plaisir? Alors voilà l'erreur de beaucoup de gens. Okay? Et c'est pour ça le budget quotidien. Parce que par exemple, okay, si quelqu'un se paye un café et qu'il met de la double crème dessus, c'est ce qu'on appelle plaisir. Okay? Ça tombe dans rien des autres. Okay? C'est pas ça va peut-être être l'éducation de santé à un moment donné, mais ça vient de rien d'autre. C'est du play, c'est du jeu, c'est du plaisir. Sauf que la plupart des gens ne le font pas par plaisir. Ils le font par habitude et ne sont pas conscients que c'est une dépense de plaisir. Okay? Harv Eker, ce qu'il dit par exemple, il dit de faire des bocaux, puis de mettre vraiment, de séparer à chaque fois $10, $100, $1000, donc de commencer tout petit, puis s'habituer à séparer dans des bocaux. Parce que quand on arrive dans le play, à la fin du mois, c'est d'effectivement avoir son argent, son bocal de jeu, puis vraiment le dépenser avec joie dans un plaisir. Okay? Et la plupart des gens, ce qui se produit, c'est que souvent, ils vont dépenser beaucoup plus qu'ils ne le pensent dans le jeu, sans même que ça leur fasse plaisir. Alors, la discipline dans l'écriture, c'est pour justement débloquer après le vrai plaisir. C'est quand on a après ça le 400, 500, 1000, 2000, 10 000 $ pour le vrai plaisir, on est content d'avoir fait son petit calcul tous les jours. C'est ça en fait. La discipline paye sur le long terme. Parce qu'au début, oui, c'est embêtant, je dois le dire, mais à force, ça devient tellement une habitude, c'est comme de se brosser les dents. Si on ne le fait pas, on se demande où est-ce que c'est passé. Alors pour le temps, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui passent énormément de temps à jouer sans même le savoir. Hein, ils vont parler avec des amis pendant 3h30. C'est du jeu, ça.
Alors, nécessité, évidemment, c'est le travail, le déplacement pour affaires et tout ça, nécessité. 10% éducation, 5% du temps donné. Investissement long terme, 10% du temps, c'est pareil, ça veut dire planifier. Normalement, plus on planifie, plus le temps nécessaire ici est diminué. Okay? Parce qu'une minute de planification équivaut à 10 minutes d'exécution. Pour chaque minute de planification, vous sauvez 10 minutes d'exécution. Il y a beaucoup de gens qui font 10 minutes d'exécution, ils se trompent. Puis là, ils refont 10 minutes d'exécution, ils se trompent. Ils n'ont pas planifié avant. Ça m'est arrivé beaucoup, ça. Ok, alors, monter une table Ikea. J'avais fait beaucoup de mes propres meubles, puis j'ai monté des tables dans la chambre à coucher, je ne pouvais pas la sortir, donc on démonte, on la remonte, etc. Donc, perdre du temps, planifier, c'est toujours pratique. Alors, les mangeurs de temps. Alors, quand vous allez faire votre évaluation, votre deck, vous allez voir les mangeurs de temps. Il y en a énormément, ok, il y en a énormément. Il y a la télévision, il y a les médias sociaux, il y a les personnes négatives, moi je les mets dans des mangeurs de temps. Il y a les collègues du bureau qui sont des mangeurs de temps. Les appels quand vous ne voulez pas les recevoir. Les gens qui vous abordent, qui ont besoin de 5 minutes de votre temps, mais c'est en fait 3h30 que vous passez avec eux pour les 5 minutes qu'ils vous ont demandé. Et dans tous les mangeurs de temps, à mon avis, le plus gros, c'est la procrastination. Okay, c'est de dire, je vais le faire, je me promets, je vais le faire, demain je le fais, là je le fais. Et pourquoi c'est le plus gros mangeur de temps? Parce que elle est devant la caméra. Ah mince. On parle de mangeur de temps. Alors, la procrastination, l'effet le plus pervers de la procrastination, c'est pas la perte de temps, mais c'est que ça détruit votre estime de vous. Et c'est un des piliers dont je parle. Okay? La procrastination, c'est de se mentir à soi-même. Okay? Et si vous aviez, et puis je peux parler d'estime de comment rebâtir son estime de soi, puis sa confiance en soi, mais un des trucs qui marche énormément pour rebâtir sa confiance en soi, puis son estime de soi, c'est justement de jamais manquer à sa propre promesse. Faites-vous moins de promesses, mais faites-les. Okay? Arriver en retard, c'est une promesse que vous êtes faite qui est ratée. C'est à chaque fois, là, c'est une coche de moins sur votre estime de vous. Ça veut dire une coche de moins sur combien vous valez. Ça veut dire que vous allez réussir moins que les autres, inconsciemment. Parce que si vous avez quelqu'un à vos côtés qui vous nuirait sans arrêt, qui vous mentirait sans arrêt, ce ne serait pas votre ami. Ça, je vous le garantis. Donc, à chaque fois que vous vous mentez, à chaque fois que vous manquez à une de vos promesses, vous êtes cet ennemi que vous ne voulez pas avoir à côté. Vous le devenez pour vous-même. Et ce n'est pas aux ennemis qu'on a envie de faire plaisir. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens s'auto-sabotent, parce qu'ils vivent avec leur ennemi à l'intérieur de leur tête. Okay? Et un des grands ennemis jurés de la confiance en soi, c'est la procrastination. Remettre. Okay? Alors, moi, j'ai une technique que j'ai appelée la pile de vaisselle sale. Okay? C'est ma règle. Alors, c'est pour visualiser, pour que vous compreniez de quoi ça a l'air. Okay? La pile de vaisselle sale, c'est quoi? Je pense personne. Moi, je déteste faire la vaisselle, c'est clair. Mais je me suis rendu compte que même les gens qui avaient un lave-vaisselle, ça devient un problème. Qui a mis la vaisselle dans le lave-vaisselle? Puis est-ce que vous avez allumé l'allumé? Est-ce que vous avez sorti la vaisselle sale ou elle est encore sale? Qui est-ce qui sort la vaisselle? Il y a toujours une engueulade autour de la vaisselle. Ça, je me suis rendu compte. Beaucoup de gens, c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans les couples. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la vaisselle sale? Vous voyez une assiette, 2 assiettes qui sont sales, okay? Vous passez. Puis moi, j'ai utilisé ce principe-là quand je faisais ma maîtrise, et puis j'étais critique littéraire à l'époque. Je faisais aussi beaucoup avec mon temps. Puis en tant que critique littéraire, je recevais des boîtes de livres toutes les semaines. Il fallait que je lise pour donner ma critique. Puis il y a rien de pire. Quand on commence à réfléchir sur ce qu'on a à faire, on dirait que la montagne, elle augmente. Et ce qui se passe, c'est un processus du cerveau, je me suis rendu compte. C'est que si vous passez et vous dites « j'ai 2 vaisselles à laver », mince, j'ai 2 vaisselles à laver. Il y a 2 assiettes. 2 assiettes, ça fait 2. Mais à chaque fois que vous les dites, votre cerveau, il accumule. Okay? Le cerveau est un ordinateur, il ne fait qu'accumuler l'information.
Si vous ne savez pas comment parler à votre cerveau, vous perdez le contrôle dessus. Et le cerveau, c'est un ordinateur, il faut savoir lui parler. Puis quand vous lui dites, à chaque fois que vous allez lui dire, oh mince, j'ai un client à rencontrer, il est emmerdant celui-là, ben, vous l'ajoutez, là, ça devient totalement une ville que vous avez à rencontrer ce jour-là. Okay? Et c'est comme ça s'accumule. Donc, j'ai appelé ça la pile de vaisselle sale. Alors, comment on fait pour l'enlever? C'est que vous faites l'inverse. Je n'ai que ça à faire. Okay, moi, avec mes livres, par exemple, je disais, puis là, quand j'écris, c'est pareil. Quand j'écris mes livres, oh, t'as que 5 pages à écrire, c'est efficace. Tu écris ces 5 pages-là, là, t'es super bonne. Tu finis juste 5 pages, là, t'as un bonbon, t'as un cadeau, tu peux prendre 5 minutes de break. Okay? Puis dès que j'ai fini mes 5 pages, allez, t'en fais 5 autres, t'as que 5 pages à écrire, t'es capable, vas-y, tu peux. C'est un mensonge qui marche. Ça marche à tous les coups avec moi, je pense que ça marche avec tout le monde. Okay? Parce que le cerveau, il se dit, oh, j'ai que ça à faire, youpi. C'est l'enfant à l'intérieur de nous. Il faut toujours lui faire plaisir à cet enfant. Vous ne faites pas plaisir à l'enfant, je ne vous dis pas, c'est catastrophe à la fin. C'est l'enfant qui va prendre le contrôle sur vous. Puis l'enfant, il va prendre le contrôle sur vous comment? Très vicieux. Il va vous dire, achète ce pull à $350. Oui, il va te faire du bien. On est dans la dette. Alors, comment faire donc, pour régler le problème? Vous lui mentez. Vous dites, ah, je n'ai que ça à faire aujourd'hui. Je n'ai que ça à faire. Puis boum, vous finissez. Puis je vais vous donner une autre façon pour enlever la procrastination. Alors, à chaque fois que vous avez quelque chose à faire, n'y pensez pas, faites-le. Okay? Plus vous y pensez, plus ça va devenir dur de le faire. Okay? Il y a des questions avant que je tourne la page. Je tourne la page. Alors, réussir, c'est atteindre ses buts. C'est partie numéro 2 de cette conférence sur le temps. Alors, je fais beaucoup sur les buts. Comment, à mon avis, atteindre un but, c'est un art. Okay? Comme je vous ai dit, à 36 ans, j'ai dit à mes amis qu'à 39, je prenais ma retraite. Okay? C'était un but. C'était un but qui était débile. Okay? Parce que j'étais au bord de la faillite quand j'ai dit ça. De tous les plans. J'étais au bord de la faillite de santé, je suis au bord de la faillite financière, au bord de faillite de couple, c'est clair. J'avais vraiment tout le négatif. Puis moi, j'ai dit non, je refuse cet état-là. Moi, je décide que ma vie va changer, puis je vais montrer à tout le monde que c'est possible. Je l'ai fait. C'est une longue histoire, mais j'ai réussi. J'ai réussi en faisant des investissements immobiliers, des choses comme ça, à rénover moi-même des immeubles. Ce sera peut-être le sujet d'un livre un jour. Mais j'ai atteint, donc à 39 ans, j'ai pu dire, voilà, je l'ai fait. Puis depuis ce temps-là, j'ai plus 39 ans, je suis encore jeune quand même, mais depuis ce temps-là, je continue. Donc à chaque fois, je dis par exemple, je vais faire 3,5 km de natation en moins de 2 heures. Natation de longue durée, donc d'endurance. Quand je le fais, je dis, bon, c'est coché, je l'ai fait. Quand j'ai dit j'allais déménager en Floride, comme ça, puis je trouverai le moyen pour faire. Ça a pris énormément d'étapes pour me rendre ici. C'est des buts. Donc j'adore, c'est un plaisir. Mais il y a une systématique et une méthodologie pour atteindre ces buts efficacement tout le temps. Moi, je vais juste vous donner un petit aperçu, ok? Pour que vous voyez un petit peu comment on s'y rend. Alors je vous ai dit, 98% des gens n'écrivent pas leurs buts. Vous voulez réussir dans la vie? Écrivez vos buts. Première étape. Écrivez-les sur du papier. Okay. Ça a l'air fou, hein? Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je vais m'en rappeler. Oui, je l'ai écrit dans mon iPhone. Non, écrivez-le sur du papier. Parce que le cerveau, ok, il a une manière de fonctionner qui est vraiment étrange. Et quand on écrit à la main, le processus de raisonnement s'enclenche. Avant même qu'on ait commencé à réfléchir sur comment on allait atteindre un but. Le cerveau, lui, la mécanique se met déjà en branle. Donc, écrivez vos buts. Le succès, c'est quoi? Le succès ou la faillite, on dit, oh, il a réussi, overnight success, il a réussi du jour au lendemain. Ouais, mais ça lui a pris 15 ans pour réussir du jour au lendemain. Parce qu'on n'a pas vu toutes les petites mini-habitudes de discipline pour arriver à la médaille d'or. On n'a vu que la médaille d'or. Donc, toutes les petites habitudes que vous avez vous amèneront à atteindre votre but. Toutes les petites habitudes négatives que vous avez vous amèneront à la faillite. Et non, moi j'appelle la faillite, c'est la non-réussite. Donc ça veut dire problème de santé,
problèmes mentaux, de dépression, quoi que ce soit, problèmes de relations humaines avec vos couples, vos amis, problèmes sociaux, problèmes de travail, problèmes d'argent, c'est tous des concepts de faillite à mon avis. La réussite pour moi, c'est réussir à tous les niveaux. C'est quelqu'un qui est multimillionnaire mais qui n'a pas d'amis puis qui est malade comme un chien, c'est pas la réussite pour moi ça. Donc, quelqu'un d'hyper spirituel qui n'a pas un sou, c'est pas la réussite non plus. Ok, il faut tout dans la vie. On peut tout avoir aussi, ça c'est important. On peut tout avoir. Donc, les buts. Alors, comment faire des buts? Il y a des gens qui ne savent pas, par exemple, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Okay? Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Ils savent ce que maman aimerait, ils savent ce que les amis seraient fiers de voir, ils savent beaucoup ce que les autres aimeraient les voir devenir. Mais eux, profondément, ce qui les fait là, être super heureux, ça, ils ne le savent pas vraiment. Okay? Ça, c'est la vraie réussite. Savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça, c'est le plus grand des buts. Comment on sait quel est notre plus grand but dans la vie? Prenez une heure, une demi-journée, une journée et demandez-vous qu'est-ce que vous feriez si vous étiez multimillionnaire et qu'il vous restait que 5 ans à vivre. Faites la liste. Toutes les choses que vous feriez pour le plaisir. Et ces choses-là que vous feriez pour le plaisir, vous pouvez faire de l'argent avec. Ça devient le plus grand but de sa vie. Moi, c'était d'écrire. S'il me restait 1 mois à vivre, c'est ça que j'aimerais faire. Peindre et écrire. Il y a des gens, c'est faire rire les autres. Les clowns, ça se fait payer aussi. Donc, ça, c'est le plus important, à mon avis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à la fin de leur vie puis avec juste des regrets. Un gros compte en banque et des regrets. C'est pas ça qu'on veut. Et j'en connais beaucoup, malheureusement. Ok? Quand on vous fait ça, vous créez des buts sur 5 ans. Comment fait-on des buts sur 5 ans? On commence par se dire, ok, il n'y a aucune limite. Ok, tout est possible. Là, j'ai un tableau blanc et je vais écrire mes buts. Je ne me base pas sur mon passé, je ne me base pas sur mon présent. Je me base sur ce que j'aimerais voir, qui me ferait vraiment plaisir d'ici 5 ans. Okay? Vous le faites, point de vue financier, point de vue amour, relations amicales, santé, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être de santé, tiens, le soleil. Donc, vous le faites sur tous les plans de votre vie dans 5 ans. Ensuite, vous partagez, vous prenez, disons, financier. Moi, je veux avoir $1 million dans mon compte en banque d'ici 5 ans. Super. Vous écrivez, tout ça, c'est écrit sur papier. Hein. C'est pas dans la tête, parce que le cerveau, il n'a pas besoin de toutes ces données. Vous avez besoin, moi, j'écris tout. Et je suis une machine à tout écrire tout le temps. Parce que j'ai besoin que mon cerveau soit tout le temps vide pour avoir les solutions qui lui rentrent. Tant que vous avez votre cerveau plein de problèmes, les solutions n'ont pas la place de rentrer. Moi, j'écris tous mes problèmes, tous mes soucis, tout ce que j'ai à faire, tout, j'écris tout. Ça vide, parce que là, c'est écrit. Je n'ai plus besoin d'y penser. Là. Puis là, il y a de l'espace, là, pour toutes les solutions arrivent, les unes après les autres. Puis là, on coche. Ah, ça, c'est facile. Okay. Une fois que c'est fait, donc vous avez un but à long terme, vous dites, bon, ben moi, par exemple, je veux rénover ma maison d'ici 5 ans. Ok, qu'est-ce que je vais faire dans l'année qui vient pour un jour arriver à ce 5 ans-là? Okay, le plus drôle, c'est que les gens se disent, bon, ben moi, je veux perdre 20 kilos d'ici 3 ans, mais je vais commencer dans 1 mois. Je vais commencer dans 1 mois. Là, les 3 ans ont passé anyway. Le temps, il passe anyway. Donc, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour qu'un jour, dans 5 ans, je vais avoir ce $1 million dans mon compte en banque. Donc, moi, j'appelle ça la règle de l'éléphant, ok, ça, ce que je vous explique ici. Puis ça, je travaille beaucoup avec ça, avec les gens qui font mon coaching. C'est un jeu que j'adore énormément parce que c'est un jeu mental de perspective, ok. Ça aide énormément à remettre toutes les choses en perspective puis à les voir moins comme des éléphants. Ce qui se passe avec un éléphant. Puis, ok, alors quand vous avez vos buts à 5 ans, moi j'appelle ça l'éléphant. Okay, parce qu'ils sont gros. C'est un gros but à 5 ans. Puis là, comment on fait? Donc, on ne peut pas manger un éléphant. On peut juste manger un éléphant si vous le découpez en tout petits morceaux. On est capable tous de manger un éléphant. Donc, le but avec les éléphants, c'est de les découper en tout petits morceaux qui sont mangeables. Puis on arrive tous à notre gros but d'éléphant à la fin. Mais l'important, c'est de manger son petit morceau d'éléphant tous les jours.
Puis un jour, 5 ans ont passé, puis on dit, waouh, on se retourne. Ça, c'est la plus grande joie que j'ai, c'est quand je me retourne, puis je fais, waouh, 3 ans sont passés, mais au moins, j'en ai bouffé des éléphants. Donc, puis la perspective, c'est quoi? C'est que quand tout est relatif dans notre tête, donc tout est grand par rapport à quelque chose qui est petit, tout est petit par rapport à quelque chose qui est grand. Ok? Rien n'est grand s'il n'y a pas quelque chose de petit à côté. Okay? C'est un truc du système aussi de perception puis du cerveau. Okay? Donc, si par exemple, mon but, c'est d'atteindre $1 million, par exemple, dans les 5 ans. Okay? C'est un éléphant, c'est gros ça. C'est un gros but. Et comment ce gros but-là va devenir petit? Ben, il y a 2 moyens. Soit, je me dis, ben non, moi je vais gagner 10 millions. Okay? Puis je me mets ça comme but. Au bout d'un mois, je vous garantis, okay, c'est une promesse jurée, que ça devient un petit but. C'est un exercice mental hallucinant. Mais soudainement, l'autre, le gros but, l'éléphant, a perdu sa valeur. Parce qu'on a porté toute notre attention sur le gros but. Okay? Puis l'autre perception, c'est de le transformer en petits morceaux. Donc on se dit, c'est quoi 1 million? Ben c'est 100 000, disons 100 000, c'est moins que 100 000. C'est moins, c'est même pas 100 000. C'est même pas 100 000 $ par mois. Okay? C'est même pas 25 000 $ par semaine, c'est même pas, c'est combien de l'heure. Okay? Voilà ma valeur de l'heure, je repars au début de mon tableau, voilà combien je vaux. Ça, c'est important. Donc, une fois que vous avez vos buts sur 5 ans, vous les mettez sur 1 an. Donc, qu'est-ce que je veux faire dans l'année qui vient pour que dans 5 ans, j'aurai atteint ce but-là? Il y a une méthode que personne n'enseigne, qui est super importante. Personne n'enseigne ça, donc c'est inédit. Quand vous vous faites un but, ok, personne ne dit ça. Tout le monde dit, ah, écrivez vos buts. Alors tout le monde dit, ah, moi je vais être millionnaire dans 5 ans. Ben ouais, bravo. Tout le monde le sait. Il y a 2 règles dans un but qui sont importantes. Il faut les mettre smart. Ça, je vais vous apprendre ça. Il faut qu'ils soient smart. Mais une autre règle, c'est qu'un but, ok, dans la méthode SMART, c'est le A, il faut qu'il soit atteignable. Personne n'enseigne ça, mais quand vous allez vous écrire un but, donnez-vous une note de 1 à 10. 10, super atteignable, facile, okay, les yeux fermés. 1, j'arrive même pas à l'imaginer. Votre but, il doit être à peu près dans les 6, 8 de difficulté. S'il est trop difficile, vous allez vous saboter. Vous allez procrastiner. Ça va être impossible déjà dans votre tête. Donc, comment est-ce que vous allez même pouvoir penser au cheminement? Le cerveau est bloqué au départ. Si vous vous donnez un, c'est pas un but, ça. C'est une routine. Il faut que ça aille pousser, il faut que vous vous dépassiez. Parce qu'au moins, si vous ne l'atteignez pas, vous aurez fait un sacré bout de chemin. Puis souvent, un but, le but, c'est pas de l'atteindre. Le but, c'est le voyage pour l'atteindre. C'est là où on apprend le plus. Le but, il ne faut jamais que ce soit une finalité, parce que sinon, vous perdez tout. Parce qu'on l'atteint, le but. Puis quand on l'atteint, on veut autre chose. On veut une plus grande maison, on veut un plus gros bateau, on veut plus d'argent, plus d'amis. Toujours plus. Il y a un moyen pour justement, moi j'ai plus ça. Je joue différemment maintenant. Mais pour ça que j'ai autant de calme. Mais donc, très important, il faut que vous sachiez qu'il faut toujours que ce soit dans les 6 à 8 okay, pour vous dépasser, mais en même temps que ce ne soit pas inatteignable. Et ça, personne ne le dit. Tout le monde dit, ah, faites dans des buts, faites dans des buts. Donc, quand vous les faites sur un an pareil, votre liste de buts, pour atteindre les plus gros. Okay? Ça, c'est une méthode. Après ça, vous le mettez sur un mois, vous le mettez sur une semaine. Qu'est-ce que je dois faire une semaine? Puis le cerveau, il sait tout le temps c'est quoi le premier pas que j'aurai à faire. Même si c'est $1 million dans 5 ans, bizarrement, le cerveau, il sait quelle sera la première étape que je peux faire demain. Ah, m'ouvrir un compte corporatif, par exemple. Tiens, pourquoi pas? Un jour, alors plein d'argent dans ce compte-là. C'est un pas. Donc, le cerveau, il sait toujours c'est quoi le premier pas. Ah, je vais lire ce livre, parce que tous les millionnaires l'ont lu. Moi aussi, je vais le lire. C'est toujours
toujours un pas, on sait toujours le premier pas. Donc, faites ce premier pas-là. Pour vous montrer, déjà, remonter votre confiance en vous. Là, j'ai commencé au moins, je me dirige. Okay? C'est super important. Donc, vous avez compris la règle de l'éléphant. Donc, dès que vous avez un but, si vous voulez un but, si vous mettez à côté en perspective un but beaucoup plus gros et que vous focussez sur le but beaucoup plus gros, l'autre devient de plus en plus ridicule, de plus en plus petit. Moi, je fais ça en coaching, on rit. Là. Les gens me disent, oh, je veux gagner 100 000 $ l'année prochaine, puis là, on commence à jouer avec des 250 000 $. Puis là, le 100 000 $ devient ridicule. Eux-mêmes rient, alors qu'au début, c'était comme quelque chose d'impensable. Mais si votre cerveau a de la facilité à concevoir quelque chose, vous savez que l'imagination, ça bat la raison. Hein? Ce que l'on peut imaginer, on peut le créer. Donc, si votre cerveau peut l'imaginer, vous allez l'atteindre le but. Et donc, s'il trouve que c'est facile, s'il en rit, ah, ben, c'est gagné. Parce que là, déjà, tout le mécanisme est huilé, donc il va pouvoir trouver des moyens de vous y rendre. Okay? On est tous d'accord? Ok. Alors, prochaine étape. J'ai l'impression d'être une maîtresse à l'école. Alors, prochaine étape. Priorité. Alors, quand vous avez votre but, hein, là, vous allez vous créer, vous prenez une journée, c'est pour ça que le temps est important. C'est pour avoir le temps pour faire ces activités-là, c'est tellement important. Vous prenez une heure, une demi-journée, une journée, une semaine, le temps que ça vous prend. Et vous allez écrire toutes les choses que vous avez à faire pour arriver à votre but. Faites un brainstorm. C'est encore mieux quand on est deux de faire un brainstorm. Donc, vous écrivez tout. Puis moi, ce que je fais des brainstorms à la journée, à la semaine, au mois. J'ai des cahiers qui sont remplis de plans, de planification. C'est fou, là, ça. Mais, vous écrivez tout. Tout ce qui vous passe par la tête. OK? Puis là, une fois que vous allez... Anthony Robbins parle de ça aussi, j'aime beaucoup. Alors, vous allez tout écrire. Ça peut être des planifications, que ce soit sur l'année, que ce soit pour un but, que ce soit la semaine, que ce soit au mois, que ce soit sur un sujet. OK? Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête pour ce but-là. Si c'est sûr, par exemple, par exemple, ce que j'ai à faire cette semaine. Alors moi, ce que j'ai à faire cette semaine, je dois aller faire ma lessive, je dois laver la voiture, je dois aller récupérer les enfants à la garderie, faut que je parle à tel client, faut... Si c'est des trucs de faire pendant la semaine, vous les regroupez par thème. OK? Ah, tout ça, c'est famille, tout ça, c'est santé. OK? Tout ça, c'est... travail, ok, vous les regroupez par thème. Une fois que vous les regroupez par thème, vous regardez dans votre liste, ok, disons ça c'est travail, ok, puis là vous avez 30 buts dans votre liste de travail, c'est impossible que vous allez les faire. Okay? La plupart des gens n'écrivent pas tout ce qu'ils ont à faire parce qu'ils savent qu'ils ne les feront pas. Je lui ai dit, pourquoi je vais écrire tout ce que j'ai à faire puisque je ne le ferai pas? Ça ne sert à rien, mais au contraire. Si vous écrivez tout ce que vous avez à faire, c'est là où vous pouvez déterminer c'est quoi votre 80-20. Okay? Et une des meilleures méthodes, parce que souvent on ne le sait pas nécessairement, là, c'est quoi le 80-20, c'est de faire une méthode qui a été employée par Steve Covey, que j'aime beaucoup. Comment vous le faites? Vous dressez ce tableau-là. Je fonctionne tout le temps comme ça. Je le conseille à tout le monde. C'est facile. 4 carrés. Urgent, important. Vous connaissez ça? Ouais, vous le faites. Important, non urgent. Bon, alors, je ne vais pas besoin de vous dire. Non. Important, non urgent. Quelqu'un ne le connaît pas? Ça vaut la peine que je... OK, urgent, important. Important, non urgent. Non important, urgent. Non important, non urgent. Okay. Donc, vous mettez ça là-dedans. Vous passez à la civière. Donc, vous remplissez. Ça c'est le plus facile. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça, c'est ce qu'on appelle outsourcing. Outsourcing, ça s'appelle aussi garbage. Puis ça, cette méthode-là, moi, je vous le conseille de le faire dans tout. Hein. Vous recevez des courriels. Pareil, 4 petits dossiers. OK, urgent, important. Les gens qui vous appellent, ne répondez pas aux appels téléphoniques. Ça doit tout aller dans la boîte. C'est vous qui contrôlez votre temps. On ne répond jamais au téléphone.
Hein? Quand quelqu'un vous demande 5 minutes, est-ce que tu as 5 minutes maintenant? Non, pas maintenant. C'est moi qui contrôle mon temps. C'est mon temps, ma vie. Je te dirai quand j'ai 5 minutes, ou 3h30, parce que souvent 5 minutes, c'est jamais 5 minutes. OK. Outsourcing, garbage, facile à savoir. Hein? Ça, c'est le premier. OK, je dois laver ma voiture, faire la lessive, tout ça. C'est on engage quelqu'un ou on le fait pas. Beaucoup de gens ne le font pas, mais on engage quelqu'un. OK? Ensuite, évidemment, il y a l'urgent important. Ça, c'est ce qu'il faut soit fait. Alors, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Une urgence doit être faite immédiatement. Là, c'est urgent. Là. Si on ne le fait pas, là, on dirait que c'est la catastrophe. On dirait que c'est la fin du monde. Il faut absolument le faire. Souvent, les urgences viennent des autres. Souvent, ce n'est pas notre urgence. OK? Mais souvent, c'est parce qu'il faut faire plaisir à quelqu'un qui nous a demandé une urgence. Ça veut dire qu'on n'est plus en maîtrise de son temps. Moi, je prône beaucoup d'être en maîtrise de sa vie, son temps. Parce qu'au bout du compte, l'autre personne s'en fiche. Les regrets, ce n'est pas eux qui vont les avoir pour le temps qu'on leur a donné, par exemple, sans le vouloir. C'est bien de 5% des dons, c'est bien généreusement quand on veut les donner, pas quand on est obligé. Alors, important non urgent. Ça veut dire qu'il faudrait que ça soit fait pour atteindre son but, mais ce n'est pas urgent de le faire. Mais c'est important. Si cette action-là n'est pas faite, le but ne sera pas atteint au bout du compte. Évidemment, urgent, non important. Ce n'est pas tellement important pour le but qu'on veut atteindre, mais ça doit être fait urgemment. La plupart des gens, alors évidemment, numéro 1, priorité dans votre liste, appartient à cette catégorie-là, l'urgent important. Il faut que ça soit fait, puis c'est important pour atteindre vos buts. Priorité, numéro 1. Donc, quand vous avez votre liste, vous marquez tous les numéros 1, il faut qu'ils soient faits. L'important, souvent, ce que les gens font, ils vont passer ici à cette catégorie, non important, urgent, puis ils vont mettre un 2 ici. Ils vont faire les choses qui sont urgentes, non importantes, parce qu'elles sont urgentes. Jamais. C'est là où il y a beaucoup d'erreurs. Toujours faire l'important qui n'est pas urgent. Toujours faire l'important qui n'est pas urgent. C'est pas grave l'urgence, elle attend. Bizarrement, toutes les urgences peuvent attendre. Sauf une maison qui brûle. Puis même là, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, toutes les urgences peuvent attendre. Par contre, si vous ne faites pas les choses qui sont importantes, parce que ça, si vous le mettez en priorité, ça, il y a peu de chances que vous y arrivez jamais. Si ça, vous y arrivez jamais, vous n'arrivez jamais à votre but final. Vous perdez du temps à répondre à ça, là, les petits feux. On s'en fiche des petits feux. C'est pas ça qui va faire en sorte que vous réussissiez à la fin. Donc, toujours. Et les gens qui réussissent vraiment dans la vie, ils n'ont jamais ça. Parce qu'ils s'occupent tellement bien ici que ça n'a jamais le temps d'arriver là. Ça n'a jamais le temps de devenir une urgence importante. Moi, c'est ma plus grande peur quand je vois ça arriver. Comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait? Je déteste ça. Parce que là, je suis en contrôle. Parce que là, j'ai le temps. J'ai le temps avant que ça passe là. J'ai le temps de réarranger mon tir, de changer même d'avis, de changer d'ordre d'importance. Alors, si vous en avez plus qu'un, vous refaites le tableau jusqu'à temps que vous sachiez en priorité. Chaque minute planifiée, c'est 10 minutes de sauver. Donc, c'est mieux de passer 1 heure à planifier que 10 heures de perdu dans le 80% de temps perdu. Puis là, c'est facile de dire non après ça. Non à ça, non à ça. Vous avez du temps à vous balader, à relaxer, faire de la méditation profonde, des cours de yoga, ce que vous voulez. C'est hallucinant. Puis vous le faites dans toutes les catégories de votre vie pour toujours avoir une vie balancée. Parce que souvent, les gens vont dire, puis succès, ça équivaut aussi à maintenir les choses qui vont bien. Hein, parce que souvent, ce qu'on fait, surtout quand on est jeune, on dit, ah, ben ça, je l'ai, ça. C'est pas une priorité, ça, je l'ai déjà. Hein, pourquoi m'en occuper?
Moi, je connais quelqu'un qui boit beaucoup, puis je lui ai dit, puis c'est un médecin, un grand chirurgien en plus. Puis je lui ai dit, mince, oh, mais là, je suis jeune. Là. Ah ouais, mais tu ne seras pas, ça ne durera pas. Et donc, puis même quand vous faites votre planification de vos buts, ok, je vais vous parler de la méthode SMART. Il faut que je recolle le papier. Je vais vous parler de la méthode SMART. Quand vous faites votre planification de buts, ok, les buts à 5 ans, par exemple, maintenir sa relation amoureuse. Ok, on vient de se marier, mais dans 5 ans, c'est un de mes buts, c'est qu'on s'aime encore. Hein? Donc, qu'est-ce que j'ai à faire durant l'année pour que dans 5 ans, on s'aime encore? C'est important, ça. J'en ai, moi, des gens, des participants à mon coaching qui ont passé, qui n'ont pas compris ça. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais lui envoyer un texte, je t'aime. C'est mon petit pas aujourd'hui pour que dans 5 ans, on s'aime encore. Ça n'a pas pris la faillite. SMART. Simple. Measurable. Simple, mesurable, atteignable, basé sur des résultats dans le temps. Simple, mesurable, atteignable, basé sur des résultats dans le temps. Habituellement, financièrement, c'est facile parce qu'on se dit, OK, je veux gagner $1 million. OK, c'est simple. OK, c'est pas compliqué, c'est un chiffre. 1 million. Mesurable, facile, c'est 1 million. Atteignable, bon, ça dépend des gens. Pour Trump, là, c'est numéro 1 sur 10, là, c'est comme son quotidien, il fait ça par jour. Pour moi, peut-être ça un 8, 9. Basé sur un résultat, oui, un résultat qui est mesurable. Parce que ce que vous voulez, l'erreur de beaucoup de gens, c'est qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Ils ne sont jamais capables de le mesurer, donc ils ne savent pas s'ils ont raté leur coup, s'ils l'ont atteint. Ils ne peuvent pas se prouver qu'ils ont réussi, qu'ils ont eu du succès à un moment donné. Ma plus grande tristesse, c'est quand je prends les gens en coaching au début, je leur dis, nommez-moi 10 grands succès des 2 dernières années. Ils ne sont pas capables, les gens, de donner des succès. Parce qu'ils n'ont jamais fait ça, donc ils n'ont jamais mesuré leur passé. Ok? C'est très important pour votre confiance en vous. Parce que quand vous aurez une montagne ou un éléphant, c'est tellement bien de prendre son cahier de succès et de dire, ben moi, là, des montagnes, j'en ai pas assez des montagnes. Viens, mon éléphant, moi, je suis capable. Okay? Les gens qui ont énormément, ça se bâtit la confiance en soi, puis ça se bâtit comme ça. Donc, quand vous avez des résultats mesurables, même si vous avez raté votre coup, au moins, vous voyez de combien vous l'avez raté. Les gens qui veulent perdre du poids, ils disent, oh, moi, je veux perdre du poids. Ah ouais, ça veut dire quoi, perdre du poids? Okay, ça veut dire 20 kilos en 1 an. Okay, d'ici le temps avril à telle heure. Okay, combien sur 10 c'est difficile? Parce que c'est atteignable, mesurable. Je vais avoir une très belle relation avec mes amis. Ça veut dire quoi, une belle relation avec vos amis? Ok, je vais dîner avec eux, puis on va avoir une conversation profonde au moins 1 fois par semaine. D'ici le blabla. Je vais reparler à ma mère, parce qu'on a eu une grosse dispute il y a 2 ans, je ne lui parle pas régulièrement. Je veux rebâtir ma relation avec ma mère. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je vais l'appeler à toutes les semaines. Je vais lui parler pendant 2 heures. 2 sujets importants. Okay? Tout est mesurable. Puis c'est important de mesurer parce que les gens disent « Oh, j'ai un participant au coaching, il veut avoir de meilleures relations avec ses clients. Puis il veut avoir plus de succès avec son entreprise. » Pour moi, c'est du chinois, là. Ça veut dire quoi, ça? Plus de succès, puis ça veut dire tellement de choses, plus de succès. Est-ce que ça veut dire plus de temps libre? Est-ce que ça veut dire plus de clients? Est-ce que ça veut dire des clients plus gros? Est-ce que ça... Donc, c'est important, ça. Okay. On arrive à la fin. On arrive à la conclusion. Donc, règle de la grosse grenouille.
Alors ça vient de Brian Tracy, que j'aime beaucoup. Ça vient aussi de Mark Twain. Alors, c'est aussi une très bonne façon d'éviter la procrastination. Okay? Donc, quand vous allez avoir vos buts à long terme sur 5 ans, vous les projetez sur un an, vous les projetez au mois, à la semaine, maintenant, ça devient la semaine. Okay? Habituellement, les gens travaillent du lundi au vendredi, donc normalement, c'est conseillé que le dimanche soir, vous planifiez votre semaine à venir. Tout ce qui n'est pas planifié va tomber entre les cracks et les ferez pas. Au moins, si vous écrivez tout ce que vous avez à faire dans la semaine, que vous utilisez ce que je vous ai dit de priorité, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut faire vraiment dans la semaine pour qu'un jour, vous arriviez à votre but. Donc, c'est quoi la règle de la grosse grenouille? C'est que malheureusement, bizarrement, le urgent important, il s'est rendu là pour une très bonne raison. C'est qu'on n'a pas envie de le faire. Si l'urgent important était facile, on l'aurait déjà fait. Mais souvent, c'est le non urgent, non important qu'on fait. Parce que c'est les facilités, c'est le play, c'est le plaisir. Personne n'a envie de faire les trucs difficiles, tout le monde a envie d'avoir du plaisir. Donc, on se prélasse à faire le non important, non urgent, mais on est occupé. On est super occupé. Moi, j'adore les gens qui sont super occupés. Tu t'écoutes, tu as fait, j'ai fait le ménage. Mon urgent, non important, ça ne change rien dans la vie, mais je l'ai fait pendant 4 heures, puis je l'ai bien fait. Bravo! Donc, c'est quoi la règle de la grosse grenouille? C'est que l'urgent important, souvent, c'est ce qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Et c'est là qu'on procrastine. Alors, ce qu'il dit Brian Tracy, c'est que et puis ça, là, cette règle-là, je ne vous dis pas comment ça vous fait un boost de confiance en vous, puis un boost d'estime. Et la règle de la grosse grenouille, c'est que si vous avez une grosse grenouille à manger, mangez-la tout de suite, dès le début du matin. Parce qu'elle va devenir de plus en plus laide avec le fil de la journée, puis vous aurez de moins en moins envie d'en manger. Et si vous avez beaucoup de grenouilles à manger, prenez la plus laide et la plus grosse, puis mangez celle-là en premier. Parce que toutes les autres ont l'air toujours beaucoup plus petites et beaucoup moins laides. Okay? La règle de la grosse grenouille. Donc, vous prenez ce que vous avez à faire en priorité, que vous avez le moins envie de faire, vous le faites tout de suite. Vous n'y pensez pas, c'est la première chose que vous faites le matin, avant toute autre chose. Parce que dès que vous aurez fait ça, le lundi matin, ben, le reste de la semaine, il est super cool. Parce qu'après ça, vous avez boosté votre confiance en vous, votre estime de vous. Le reste est facile. Si vous avez du temps libre, vous avez fait le plus dur. Le reste, après, c'est rien. Si vous passez votre matinée dans des emails, d'ailleurs, c'est un gros mangeur de temps. Hein. Parenthèse, email, que 3 fois par jour. Jamais en vous réveillant le matin. Il n'y a rien d'urgent dans les mails. Les gens passent 3h30. Ouais, bonjour à toi aussi. Ouais, comment tu vas? Ouais, ça va bien, et toi? Ouais, moi ça va bien, et qu'est-ce que tu fais? Ben, je t'écris, et toi? Ah ben, je t'écris. C'est 3h30 qui sont passées dans les messages, okay, dans les textes. Okay, c'est de la perte de temps totale, non urgent, non important. Okay, 3 fois par jour, les emails. D'ailleurs, c'est un gars qui a écrit un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures. Okay, c'est mon but dans la vie, c'est d'avoir une semaine de 4 heures. Il répond, d'ailleurs, lui, c'est majoritairement du outsourcing qu'il fait. C'est 4 heures dans la semaine, c'est pour gérer tous ceux qui font du outsourcing pour lui. Puis, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il répond à ses courriels que 3 fois par jour. Donc, c'est toujours 11h30, 4h30, puis le soir. Comment parler aux gens qui vous mangent du temps? C'est toujours leur répondre quand ça leur déplaît. Et donc, les collègues du bureau qui vous mangent du temps, vous les rappelez à 11h45. Qui vont manger à midi. Là, au moins, c'est tactique. Il y avait plein. Puis quand vous regardez Brian Tracy, là, des heures où est-ce qu'il parle de toutes les techniques pour éviter les gens négatifs du bureau. J'étais comme ça, j'étais en vente à la commission, puis les pires vendeurs, c'est ceux qui ont tout le temps du temps pour parler aux vendeurs qui veulent vendre. Hein. Puis moi, là, je ne pouvais pas, c'était insupportable. J'étais insupportable parce que je ne les supportais pas. Alors, je les évitais, alors je trouvais plein de techniques. Quelqu'un qui est rentré dans mon bureau, je lui parlais, puis hop, puis on fermait la porte, comme ça, je l'avais mis dehors. J'étais jamais au bureau, d'ailleurs.
OK, donc ça, c'est très important. Mangez toujours la grosse grenouille dès le début. Puis vous allez voir, confiance en vous comme ça, facilité, là, tout devient facile. Et là, la dernière partie, pour relaxer, comment ralentir le temps. Alors, une technique que je vous ai expliquée, la loi de Parkinson, que si vous vous donnez des délais plus courts, vous accélérez ce que vous faites dans le temps donné, c'est-à-dire que le temps ralentit. Puis le temps est malléable. C'est fou, là. Le temps est malléable. À mon avis, le temps n'est pas linéaire. Moi, je pense que le temps et l'espace n'existent pas. Je pourrais vous parler sur des expérimentations que je fais, mais donc, on peut ralentir le temps. Puis, et pensez par exemple que quand vous faites quelque chose que vous adorez, que vous pouvez le faire, le temps passe très vite, puis vous pouvez le faire sur de longues périodes. Quand quelque chose vous ennuie, le temps passe très lentement, puis vous n'êtes pas capable de le faire. C'est quelque part le temps ralentit. Il y a ce concept de temps malléable. Donc, comment ralentir le temps? C'est très facile. Ben, c'est très facile. Une des manières que moi j'utilise, c'est la méditation, que je vous conseille. Donc, c'est quoi la méditation? C'est l'art de se concentrer sur le rien, sur le vide du cerveau, en fait. C'est le silence. C'est l'art de se concentrer sur le silence. L'art de se concentrer sur sa respiration. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi tous ceux qui ont du succès sur la planète méditent? Que ce soit des Einstein comme des Trump. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Hein? Très peu de gens ont parlé de la méditation et du silence. Pourtant, tous ceux qui réussissent font de la méditation. Parce que tout ce que vous exercez, vous prenez de l'expérience dedans, vous devenez un expert. Si vous pratiquez la concentration, vous augmentez votre capacité d'être concentré. Si vous augmentez votre capacité d'être concentré, vous pouvez faire beaucoup plus de choses en moins de temps. Parce que si vous vous concentrez juste sur une chose au moment présent et vous la faites, vous allez la faire d'une manière extrêmement rapide. C'est hallucinant. Okay? Quand vous voyez les grands champions qui gagnent des médailles d'or et tout, vous allez voir avant qu'ils rentrent, ils font ça. Ils font quelques minutes de méditation. Ils rentrent en profond silence. Ou est-ce qu'ils se voient en train de gagner la médaille d'or? Est-ce qu'ils se voient en train de faire le dernier pas? Et là, ils le font. Et quand vous pratiquez des arts martiaux et tout, c'est ça, c'est de faire des mouvements très lentement, dans le silence, dans la concentration profonde, parce que ça s'imprègne dans votre cerveau, ce que vous avez à faire. Puis quand vous avez à le faire, vous le faites tellement rapidement, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Donc ça, c'est une méthode pour ralentir le temps. Prenez 5 minutes par jour, c'est rien, 5 minutes. Plongez-vous dans le silence. Essayez de ne plus avoir de pensées. Parce que les pensées nuisent à la réflexion. C'est toujours les mêmes pensées. C'est jamais des solutions. Plus vous avez de l'espace entre les pensées qui vous répètent que vous n'y arriverez pas, que vous ne bon à rien, qu'il fait trop mauvais dehors pour sortir, que quand vous espacez tout ça, là, soudainement, vous avez l'espace pour créer les vraies méthodes. Le tai chi chuan est assez efficace pour ça. Hein? Le tai chi. Oui, je fais du tai chi. C'est très efficace pour ralentir. C'est ça, exactement. On ralentit ses pensées, ouais. On se concentre sur soi. Je fais même de la méditation. J'ai développé méditation en mouvement. C'est quand, par exemple, on fait du vélo. Moi, je fais beaucoup de natation, d'endurance, de la natation longue durée sur la distance. Et je rentre en méditation dans le mouvement. Mais je vous garantis qu'en étant capable de ralentir vos pensées, énormément de pensées qui sont encore 80% de vos pensées sont négatives. Ben, oui, elles sont négatives. Reprogrammer son cerveau, donc c'est déjà commencer par se dire j'ai tout le temps, de plus en plus de temps, tout le temps. J'ai tout le temps du temps. C'est une phrase que je dis tout le temps. J'ai tout le temps, de plus en plus de temps. Reprogrammer son cerveau, ça veut dire faire toute cette planification-là, puis dire à son cerveau, maintenant, je vais atteindre tel but, maintenant, on est capable. Donc, c'est se parler positivement. Plus vous allez faire des petites étapes que je vous ai données, même si vous en faites quelques-unes, plus votre confiance en vous va augmenter, plus vous allez être capable.
d'aller plus loin et de reprogrammer votre cerveau. Et le cerveau, il est phénoménal, hein, parce qu'on ne voit que 20% de la réalité. Quand les gens parlent de miracles, ils disent « Oh, miracle !» Pas ça, c'est parce que soudainement, le cerveau, il a pointé du doigt quelque chose qui était là, qui était tout le temps là. C'est parce que le cerveau peut seulement nous montrer 20%, sinon on disjoncterait. On ne serait pas capable de fonctionner. Mais comment est-ce qu'il choisit le 20% qu'il va nous donner? C'est là la question. Ça vient de la manière dont on l'a programmé. Mais comment on reprogramme le cerveau? C'est en lui donnant de nouvelles importances. Et puis la nouvelle importance, vous l'avez très bien signalé, c'est les idées et la pensée positive. J'ai pas le temps. Ah, je vous garantis que c'est une commande. Quand on donne une commande au cerveau, il va nous trouver. C'est long à expliquer ce soir, mais le cerveau a été créé pour notre survie. Donc, le cerveau va associer la survie par rapport à certaines émotions. Si on craint, vous savez que les deux choses que les gens craignent le plus, c'est la faillite et trop de succès. Les gens craignent autant avoir trop de succès que la faillite. Trop de succès, ça amène énormément de résultats négatifs qu'on ne veut pas dans la vie. On n'est même pas au courant. Et tant qu'on n'est pas au courant, tant qu'on n'éclaircit pas qu'est-ce qui est de négatif dans nos succès, on n'arrive pas au succès, puis on se demande pourquoi. Donc ça, c'est les deux peurs. Puis quand le cerveau a peur, il associe peur avec mort, peur avec danger. Donc il va tout faire pour nous montrer autre chose que les moyens d'arriver à ce qui est danger, peur, mort, etc. Donc, on reprogramme le cerveau, donc on aligne toutes nos émotions, puis on aligne toutes nos pensées dans une direction. Puis ça, c'est la bonne, puis ça, c'est ce que j'aime, puis hurrah, ça, je suis content là-dedans. Ah, ok, maintenant, on va te montrer tout ce qu'il y a dans l'univers qui peut t'aider. Soudainement, on voit une personne qu'on n'avait jamais vue. C'est un peu, je donne ça comme exemple, comme les gens qui cherchent leurs clés, ils cherchent leurs clés, puis soudainement, elles étaient juste là devant eux. Pareil, c'est pas que soudainement, miracle, les clés sont apparues. C'est pas ça, c'est que le cerveau ne pouvait pas le voir. C'est pas ça qu'on cherchait, vraiment. Alors voilà. Donc, reprogrammation du cerveau, j'ai écrit un livre qui s'appelle Boost Your Brain Power, qui donne vraiment une méthodologie sur comment reprogrammer son cerveau, parce que justement, c'est comment changer. Vous savez, on dit, moi, je vais le croire quand je vais le voir. Mais en fait, c'est l'inverse. On le voit quand on le croit. Donc, si vous croyez que quelque chose existe, vous allez finir par le voir. Ça a été prouvé même de manière assez folle, là, avec des esprits. Il y a des gens qui ont pratiqué de voir des choses qui n'existaient pas jusqu'à temps qu'ils l'ont vraiment vu. Ça, c'est différent. Mais vous pouvez vraiment voir toutes les solutions une fois que vous arrêtez de regarder les problèmes. Les départements problèmes, tout le monde œuvre à la journée longue. Il y a des départements solutions, il n'y a pas un chat. Tout le monde se promène dans le département problème en cherchant des solutions. C'est deux départements. Donc, il faut ralentir votre cerveau, il faut arrêter de penser aux problèmes, tout écrire, vos problèmes, comme ça vous n'avez plus à y penser, puis là, vous êtes capable d'aller au département solutions. Les plus grands qui ont eu le plus de succès dans tous les domaines, surtout des finances, moi j'ai lu beaucoup en finance, mais tous les domaines, prenaient des heures, mais des fois des journées en silence pour trouver des solutions. Même les grands inventeurs s'enfermaient une journée, 2 jours, 5 jours en silence jusqu'à temps qu'ils trouvent la solution. Parce que la solution, elle est là. Et notre machine, elle est vraiment puissante. On a envoyé des gens sur la planète, d'autres planètes. Tout. Alors voilà. Donc en conclusion, rappelez-vous, c'est une phrase que je dis à tout le monde, tout ce que vous ne contrôlez pas, vous contrôlera. Tout ce que vous ne contrôlez pas, vous contrôlera. Que ce soit des gens négatifs, que ce soit le temps, que ce soit vos finances, que ce soit vos émotions. Je travaille beaucoup avec des gens. Un des gros problèmes de la confiance en soi, c'est que les gens ne sont pas capables de contrôler leurs émotions. Conséquemment, ils ont un problème de confiance en eux parce que comme ils se sont mis en colère de temps en temps, ben c'est comme un mensonge vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils ont la culpabilité est un tueur de succès. Plus vous avez de la culpabilité, moins vous avez de chances de réussir parce que la culpabilité détruit votre amour propre, détruit votre confiance en vous.
dans la confiance en soi, il y a plein d'assassins de la confiance, puis la culpabilité. Donc, quand vous faites votre planification de la semaine, puis que vous faites vos actions, puis que vous mangez votre grosse grenouille, moi, presque à chaque heure de la journée, ou au moins une fois par jour, avant d'aller me coucher, je me dis tout le temps, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Si j'ai fait de mon mieux, je ne peux pas être coupable. Même si je rate mon coup, j'aurais fait de mon mieux. Si vous faites de votre mieux dans tous les aspects de la vie, vous ne pouvez que réussir, tout le temps. Okay? Parce que la persévérance bat la résistance. J'ai plein de phrases comme ça que j'ai inventées avec le temps. Alors voilà. Donc voilà, c'était sur le temps. Puis je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires. Je voudrais savoir pourquoi il y a un certain excitement à être toujours borderline. Cette espèce de drogue. Ah, ça, j'adore cette question. J'ai demandé à un de mes participants au coaching qui me dit « Ah, je manque de temps, moi. Moi, je manque de temps. » Alors, je lui ai demandé, mon cher ami, écris-moi, s'il te plaît, les avantages. Alors, ça, c'est un jeu que je vous propose qui est phénoménal. À chaque fois que vous avez un problème, écrivez tous les avantages de votre problème. Qu'est-ce que ça vous crée? Parce que vous n'auriez jamais de problème s'il n'y avait pas d'avantage. S'il n'y avait pas de plaisir à l'avoir, ce problème. Et on ne fait pas les choses parce qu'elles nous embêtent, on les fait parce qu'il y a un certain plaisir derrière. Alors, sa réponse, c'était, quand j'arrive en retard, j'ai de l'importance. Soudainement, je prends de la valeur. C'est de la fausse valeur. Parce qu'en fait, ça tue la confiance en soi. Parce que c'est un mensonge. Le retard est un mensonge qu'on se fait. OK? Donc, pareil, moi, alors, il y a... OK, je vais vous le dire. OK? Il y a un truc qui est vraiment cool, OK, que vous pouvez tout le temps... C'est une recette que je vous donne, OK, qui est géniale. J'espère m'en rappeler. Quelque chose qui est constance. Je ne sais pas c'est quoi le mot, mais il va me revenir. Okay. Alors, d'après Anthony Robbins, il y a 4 principes qui font en sorte qu'on fait les choses que l'on fait. Okay, ce gars-là, il a passé 30 ans à juste se poser une question. Pourquoi les gens font ce qu'ils font? C'est quoi qui les motive à agir comme ils agissent? Et ça répond à votre question, c'est que la raison pour laquelle on aime être ce borderline, okay, c'est avoir du suspense. Okay. D'après lui, il y a 4 motivateurs d'action chez les gens. Le fait d'avoir de l'importance, les relations interpersonnelles, l'amour, etc. Avoir toujours de la répétition, donc la constance, puis avoir des surprises. Maintenant, dépendamment de quelle valeur est la plus importante dans votre vie, c'est ça qui va être le plus gros moteur qui va motiver vos actions. Si c'est par exemple avoir de l'importance, vous allez peut-être être président ou vous allez vouloir être leader, parce que pour vous, le plus gros motivateur de votre vie, ce qui fait en sorte que vous êtes qui vous êtes, c'est avoir de l'importance. La plupart des gens, évidemment, tout le monde a besoin des 4. Mais il y en a qui ont. Et ce que Anthony Robbins dit, c'est n'importe quelle action, même si c'est un gros problème dans votre vie, s'il touche 3 de ces phénomènes-là, ça devient une addiction. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Okay? Je suis en retard. Ça me donne de l'importance. C'est une valeur humaine parce que les autres me remarquent, je suis aimée, ça va avec la relation avec les humains. Okay? C'est quelque chose qui est constant, je sais que je vais être en retard. C'est beaucoup plus difficile de savoir de ne pas être en retard. D'être à l'heure, c'est beaucoup plus difficile. Mais en retard, ça, je sais que je peux le faire. Okay? C'est de la constance. Okay? Et ça m'amène un stress. Qu'est-ce qui va se produire? Surprise, je suis en retard. 4. Addiction. Dépression.
Je suis déprimée. Et quand je vous dis que tout a un avantage, ok? Dépression, pourtant ça n'a pas l'air d'être quelque chose de positif dans la vie. Ça me donne de l'importance. Quand je suis déprimée, mais tout le monde m'appelle. Et quand ça va bien dans ma vie, tout le monde s'en fiche. Mais alors quand je pleure, là, le téléphone, il dérougit pas. Relations humaines, amour, j'ai tout le temps quelqu'un à poser ma tête quand ça va mal. Et je pleure, je suis désespérée. Constance, je suis toujours capable d'être déprimée. Tout le monde peut choisir n'importe. Je peux me mettre en état déprimé comme ça. On peut choisir ses émotions tout le temps. Donc, la personne ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est quelque chose qui est constant. Puis, il y a de la surprise. Parce que qui sait qu'est-ce qui va se passer quand je vais être déprimée? Comment les gens vont réagir? Okay? Addiction. Comment on se sort de ça? Ça, c'est là. Au prochain numéro. Non. Comment on se sort de ça? C'est facile. Il faut trouver dans les avantages, les inconvénients de ces avantages. Il faut trouver de nouveaux avantages. Alors, par exemple, le temps. J'ai de l'importance quand j'arrive en retard parce que tout le monde m'attend. C'est quoi le désavantage de ça? Tout le monde m'attend, ouais, mais de quelle humeur sont-ils? Ouais. Est-ce qu'ils m'aiment vraiment à la fin? Est-ce qu'ils peuvent me faire confiance? Oui. Vous savez que les gens qui arrivent en retard, c'est les gens qui ont le moins la chance de monter d'échelon dans les compagnies. C'est les gens à qui on va faire le moins confiance pour leur donner des responsabilités. Tout ça, c'est inconscient. Hein. C'est parce que le retard, c'est un mensonge. Puis à soi, c'est un mensonge aussi. Donc, quand on voit l'inconvénient de cet avantage, j'ai de l'importance, mais c'est de la fausse importance. Les gens, en fait, me détestent. C'est ça le genre d'importance qu'ils ont pour moi. Parce que c'est une insulte. Je leur fais perdre leur temps. On le voit quand une personne arrive en retard, tout l'avion attend. L'avion 300 personnes. Ouais. Ok. L'amour. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Alors, c'est des relations interpersonnelles, mais c'est des relations interpersonnelles empoisonnées. Parce qu'un jour, ça explose. Ça explose toujours de toute manière. Un jour, on se dit, j'ai plus envie. J'ai plus envie d'attendre. Donc, désavantage. Le désavantage de la constance, c'est que c'est pas vrai. Parce qu'on ne sait pas exactement combien de retard on va avoir. Si au moins on savait, moi je suis toujours 15 minutes en retard. Au moins on sera à l'heure. On ne serait pas sur la même heure, mais on sera toujours sur la même. Donc il n'y a pas vraiment de constance, c'est une fausse idée. Puis la surprise, on peut la laisser. Ce ne sera plus addictif si on détruit trop. Plus que 2 de ces trucs-là, ça ne devient plus une addiction. Donc après, on change ça par un nouveau comportement. Je vais être à l'heure. Je vais avoir de l'importance. Tout le monde va m'applaudir maintenant quand je suis à l'heure. On va avoir confiance en moi. Là, l'amour va être vrai. Parce que là, on va se dire, waouh, ça c'est une personne qui même pour la dépression. Hein? Maintenant, je suis heureux. Je vais jeter à la poubelle les gens qui m'aimaient seulement quand j'étais déprimée. Ça, c'est des gens méchants, négatifs. C'est du faux support, les gens qui supportent les gens. Viens pleurer sur mon épaule parce que ça me donne de l'importance d'être là quand toi ça va. Toujours, on peut regarder les choses en perspective. Donc, l'importance, j'arrive en l'heure, maintenant tout le monde m'aime. Hein? Maintenant, j'ai love, j'ai le deuxième. J'ai la constance parce que j'arrive toujours à l'heure. Puis ça, après ça, c'est de... Chaque chose se change avec le temps. Donc après ça, c'est juste l'incorporer dans son quotidien petit à petit. Puis de se donner des bonbons, de se donner les tapes dans l'épaule, de se dire bravo. Et tout le monde se tape dessus quand ils font une erreur, mais personne ne célèbre les succès. Donc on reprend la confiance en soi. On reprend la confiance en soi. Puis c'est de célébrer. Moi, je vous conseille là de faire votre play, là, amuser. Célébrez vos succès. Quand vous vous rendez à un but, peu importe le but, là. Puis célébrez pas en vous nuisant sur un autre aspect de la vie. Hein? Parce qu'il y en a qui célèbrent en buvant jusqu'à 3 heures du matin, puis là, c'est un autre aspect de la vie qui vient être endommagé. C'est pas de la vraie joie, ça.
Une autre question? Je pourrais parler des heures et des siècles, j'ai tellement de choses à dire. Ça me passionne, comme vous voyez, ça me passionne. Mais si vous avez des questions et tout, voilà, mes cartes sont ici. Puis, ce que je vais faire, par contre, je vais prendre vos courriels. Parce que chez Jouvence, il y a un livre qui va sortir, je ne sais pas quand, j'attends encore la date, mais qui est sur la gestion du temps. Donc, quand il va sortir chez Jouvence, je vais vous tenir informé, puis je vous l'enverrai, le petit livre. Ça, vous allez les avoir en pratico-pratique. Donc, je vous donne ma carte. Si vous avez des questions, si vous pensez à quelque chose que j'ai pas... Si vous avez des questions, des choses qui vous reviennent, alors j'ai pris combien de temps? Une demi-heure, 1h30 exacte. Hein? C'est très vite. J'ai même pas regardé moi. Je viens de regarder la main. Oui.